Merci. Comme vous venez de le dire, cette deuxième session de notre symposium sur la coopération Sud-Sud aura comme centre d'intérêt le développement des savoir-faire et le renforcement des capacités institutionnelles avec des études de cas concrets. Il s'agira d'examiner et de mettre en exergue les situations ayant favorisé l'accès des femmes et des jeunes à des emplois décents par un renforcement de leurs capacités à créer des entreprises agricoles ou par un développement de leurs connaissances et de leur savoir-faire dans la production agricole ou dans la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Ces exemples seront présentés à travers l'expérience de centres de formation, de fermes d'application ou de fermes expérimentales et des échanges d'un pays à un autre dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire. Dans ces études de cas, nous constaterons que les capacités ont été développées ou renforcées de manière durable avec la possibilité de dupliquer ou de répliquer ces expériences afin d'assurer la formation des formateurs. Alors pour animer cette session, nous sommes un panel de femmes et d'hommes expérimentés venant du terrain des réalités. Je voudrais d'abord présenter le docteur Godfrey Nzamundio, qui est directeur du centre Songhai régional basé à Porto Novo au Bénin, qui est plusieurs fois docteur en sciences de management et de gestion. Il est également docteur en ingénierie électrique et informatique. Il est professeur-chercheur à l'Université de Californie aux États-Unis. Il est spécialiste en ingénierie agricole, en sciences biologiques et expert en conception et en fabrication de machines et outils agricoles adaptés au sol et aux climats tropicaux. Il est titulaire de nombreux prix et distinctions honorifiques au niveau international. Il y en a 15, je ne vais pas les mentionner. Mais il dirige le projet Songhai depuis plus de 20 ans au Bénin. Un projet qui en fait est un centre leader en production agricole, production végétale et animalière, un centre de formation en entrepreneuriat agricole, enfin un centre de recherche appliquée pour l'amélioration de la production agricole et des rendements pour la sécurité alimentaire. Il expliquera lui-même le concept Songhai qui est multiplié déjà dans 15 pays. Nous avons M. Antonio Raoul Limbo, qui est là. M. Antonio Raoul Limbo est coordonnateur des programmes du projet Savannah au Mozambique. Le projet Savannah est un partenariat entre le Brésil, le Japon et le Mozambique, ayant pour but la transformation de l'agriculture au Mozambique pour promouvoir la sécurité alimentaire. C'est un bon exemple de coopération tripartite et de coopération triangulaire surtout dans la recherche agricole pour augmenter la productivité et améliorer les rendements. J'ai à ma gauche Madame Alimatou Moussa, qui est coordonnatrice du programme des Nations Unies pour l'autonomisation économique des femmes. Plus de 15 ans d'expérience dans le domaine communautaire, microfinance communautaire, autonomisation des femmes, approche genre, autonomisation économique et financière des femmes en milieu rural. J'ai aussi à ma droite Madame Sonita Daniel, qui est officier de liaison à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, en charge du renforcement des capacités institutionnelles, économiste de formation, spécialiste en management et gestion des entreprises, professeur d'économie, économiste senior au ministère de l'Agriculture de Sainte-Lucie, correspondant national de la FAO et officier de liaison pour la FAO à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Elle a dirigé le projet Initiative Défi Faim Zéro à Sainte-Lucie et a également dirigé un programme d'alimentation en milieu scolaire. Un autre intervenant qui est là, au bout de la table, qui est M. Anton Martens. Anton Martens est le directeur général de l'organisation ABC Solar, une institution qui a comme objectif de promouvoir et d'offrir des solutions pour la lumière et l'énergie en milieu rural. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un panel d'hommes du terrain
qui vont nous faire partager leur expérience. Donc, je vais redonner la parole à Monsieur le modérateur pour la suite. Merci bien, Monsieur l'ambassadeur. So this is what we would like to. Bien, voilà comment nous allons procéder. Et voilà comment vous pouvez participer. Nous allons poser un certain nombre de questions à chacun des membres du panel. Toutes les questions ne seront pas posées à tous. Les questions de temps. Et puis je vous encourage, mesdames et messieurs, à être aussi succincts que possible pour que nous puissions entendre le maximum de personnes. Alors, les capacités dont on parle, parce qu'on parle ici, c'est le titre de la séance, de développement des compétences et de renforcement des capacités institutionnelles. Il s'agit donc de renforcer des capacités, mais de renforcer également des compétences et des institutions de terrain. Comment fait-on? Comment est-ce que ce travail-là impacte la vie des jeunes et des femmes? Dans quelle mesure est-ce que votre projet a-t-il aidé dans ce sens-là? Et puis, nous parlerons du potentiel de coopération sud-sud et triangulaire par la suite. Donc, commençons par Godfrey. Votre centre Songhai, vous avez commencé par 1 hectare, avec 1 hectare, et à présent, vous êtes allé bien au-delà maintenant. Comment est-ce que vous avez amélioré les compétences des femmes là où vous êtes? D'accord. La première diapo, s'il vous plaît. The first slide, please. Chris. Alors, vous voyez, Chris, nous avions 2 convictions principales. Voyons les problèmes qui se posaient. Que ce soit la dégradation de l'environnement, la pauvreté, les femmes et le développement, tout cela, la sécurité alimentaire, ce sont des problèmes qui, en fait, n'en constituent qu'un seul. C'est un monstre à plusieurs têtes, disons. Donc, nous avons pensé qu'il ne fallait pas les traiter de manière isolée les uns des autres. Ce sont des problèmes systématiques qu'il fallait régler de manière systématique. L'idée était donc de développer une institution qui pourrait les aborder de manière systémique. Bien. Ensuite, dans les politiques actuelles de développement, nous sommes devenus à court d'arguments. Il fallait donc entrer dans un nouveau terrain, réduire les contraintes et ouvrir, si vous voulez, le jeu pour un meilleur développement. C'est ainsi que nous avons réfléchi. Diapo suivante. Vous voyez? Veuillez m'excuser. Vous êtes allé un peu trop vite. Diapo précédente, s'il vous plaît. La précédente. Que se passe-t-il? Voilà, celle-là. Merci. Voilà les 4 composantes. C'est cela qui nous aidera justement à résoudre le problème. D'abord, développer et contextualiser des technologies innovantes et authentiques. Pour que toutes ces possibilités qui existent, on puisse les ouvrir. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'agroécologie. Il y a un capital là des pays en développement qui est immense et que l'on n'a pas encore, auquel on n'a pas encore accédé, et ceci pour le bien du consommateur. Il est possible aujourd'hui de multiplier jusqu'à 3 fois ce que nous avons aujourd'hui. Deuxièmement, essayez de ne pas aller trop vite parce que vous avez des interprètes qui essayent de vous suivre. Alors, ensuite, ces technologies, il faut les utiliser pour saisir les opportunités qui permettent des activités de se développer. Ensuite, quand on combine le premier et le deuxième élément ici, on peut créer un espace d'incubation pour que les gens puissent créer, pour créer ce qu'on appelle des individus fonctionnels. Un nouveau type de personnes qui soient capables vraiment d'apporter quelque chose. Et ensuite, ce n'est pas fini, il faut créer des services qui vont justement permettre à toutes ces personnes-là de s'épanouir. Bon, ça c'est le niveau contextuel. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Alors ça, c'est ce que nous faisons. En haut à droite, vous avez tous les partenaires qui nous rejoignent dans l'espace de Songhai pour que tout cela soit incubé. D'où qu'ils puissent venir, ils nous rejoignent pour justement que leurs idées, les nôtres, soient mélangées, contextualisées pour mener à des technologies qui, à leur tour, nous permettent d'aller vers le concret. Et ce bleu-là que vous voyez, c'est le centre d'incubation. On y trouve les technologies. On y trouve également des gens qui, à terme, deviennent des producteurs efficaces. Et les flèches de droite, de gauche et du centre sont les éléments pratiques. Donc l'initiative Songhai sert vraiment à saisir les opportunités que nous offre la biodiversité majeure de nos régions pour développer de nouvelles technologies, une trajectoire de développement qui soit intégrée, qui crée des liens et des synergies entre tous ces acteurs. C'est cela qui nous permet de produire plus avec moins. Mais en pratique, qu'est-ce que vous produisez ? Qu'est-ce que vous faites de concret? Alors, diapo numéro 3. Ensuite, la suivante. La suivante. Voilà, celle-là. Alors, une production alimentaire, par exemple, qui crée 0 déchet. Et cela nous permet de produire de l'alimentation, bien sûr, mais également de l'énergie. Et la diapo suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? À partir de ce modèle-là, nous avons formé quelques 750 jeunes entrepreneurs. Nous les formons chaque année de 15 pays, y compris Haïti. Nous avons augmenté la productivité et la qualité. Par exemple, la tomate dans cette région, on avait des rendements de 8 à 10 tonnes par hectare par an. Maintenant, on en est à 35 à 50 tonnes par hectare par an, 3 fois par an. Quand même très intéressant pour les jeunes et ça les attire beaucoup. Pour le riz, on est passé à une situation où on produisait moins d'1 tonne par an par hectare. Maintenant, on est à 5 à 7 tonnes par an par hectare. Diapo suivante. Et là, voilà la production dont il s'est agi. Diapo suivante. Voilà ce qui se fait. Effectivement, toute l'année, nous produisons. Je parlais de productivité tout à l'heure. Regardez, chaque année et pendant toute l'année, on a ce genre de production. Il y a plus de piments que de feuilles, par exemple. Donc, avec ces nouvelles technologies, voilà ce qui se passe. Voilà, tous ces jeunes. Alors, regardez la couleur du maïs. Et ça, c'est toute l'année. Voilà ces jeunes maintenant. Mais et la coopération sud-sud là-dedans, est-ce que cela peut aller au-delà du Bénin? Ben oui, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans 15 pays africains déjà. Et je compte dans Haïti. Aujourd'hui, nous avons formé des gens dans 15 pays africains. Regardez, voilà, ça parle quand même, c'est très concret. Je crois que vous allez aimer ce que vous avez vu. Et un passage à une échelle supérieure avec la coopération triangulaire. Oui, alors et la communauté européenne, par exemple, elle fait partie de ce travail, de notre conglomérat. Et cela va nous permettre de développer l'énergie, par exemple, dans certains domaines. Et il faut, cela est très important parce que sinon les gens vont quitter les campagnes pour venir en ville et c'est dramatique. Mais pour cela, il faut de l'énergie. Et voilà ce qui se passe aussi. Alors l'aspect triangulaire, c'est la France, l'Union européenne qui nous aide à développer tous ces projets. Cela se fait. Y a-t-il quelqu'un qui a une réaction, poser une question à Godfrey avant que nous n'avancions? Des observations? Non, il n'y a pas de question. Il n'y en a pas un qui pense non, ça ne va pas marcher. Sud-sud, triangulaire, ce n'est pas possible. Monsieur, qui levez votre plaque? Thank you for Merci. Moi, je vous... rapprochez-vous du microphone et identifiez-vous, qu'on sache qui vous êtes.
Nisbet Samasso de l'ambassade du Zimbabwe. J'aimerais savoir, nous venons d'entendre un exposé très impressionnant, comment faites-vous avec les pertes? Est-ce qu'il y a des pertes? Parce que ce sont des produits périssables que vous nous avez présentés. Que faites-vous à ce sujet? Oui. Alors, revenez en arrière pour les diapos. Voilà. Encore un peu. Voilà. L'Afrique, les ACP ont exporté de la richesse et importé de la pauvreté jusqu'à maintenant. C'est cela qu'il s'agit de renverser. Et nous développons justement des pratiques qui permettent cela. Je reviens en arrière, vous voyez, nous avons des machines qui nous permettent de transformer la production. Vous voyez les agriculteurs qui s'engagent en coopérative pour produire des aliments, des produits de forte qualité, et ceci toute l'année. Ah, ça sent bon, ça, n'est-ce pas? Tous ces produits carnés sont transformés. Ensuite, nous les commercialisons. Nous leur donnons, en d'autres termes, de la valeur pour que chaque agriculteur puisse avoir accès aux fruits de cette valeur supplémentaire. I will address the question in Portuguese if you don't mind, please. En portugais, si vous me permettez. Ma question est de savoir ce qu'il en est de l'accès au marché, justement. Comment est-ce que vous faites pour accéder au marché? Comment est-ce que vous garantissez des prix? Écoutez, après la formation, vous savez, la plupart du temps, nous avons organisé les agriculteurs, mais ils sont dans des régions, dans des zones où il y a des marchés. Localement, parce que c'est eux qui doivent mener le jeu. Il faut donc que la chaîne soit courte. Et donc, nous les avons organisés partout où ils sont, de manière très locale. En fait, Songhai est un fournisseur de services d'information, notamment information sur le marché, pour que ces gens-là puissent commercialiser leurs produits puissent vraiment accéder aux fruits de leur travail directement. Voilà, vous le voyez ici. Oui, mais est-ce que les prix sont justes et stables? Oui, nous sommes tellement compétitifs au Bénin parce que nous vendons de la qualité. Les prix varient aussi parce que ce sont les producteurs qui s'organisent. Y en a-t-il qui pensent que ce modèle pourrait fonctionner dans leur pays? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez? Combien d'entre vous pensent que cela ne marcherait pas dans votre propre contexte? Bien. C'est intéressant. Bon, passons à notre panéliste suivant. Okay, there's a question. Okay. Il y a une question, deux même. Oui, je suis l'ambassadeur de Sierra Leone. Moi, je voudrais juste confirmer ce qui vient de nous être présenté ici. Malheureusement, en raison de la brièveté du temps, nous avons perdu quelque peu de l'essentiel de ce qui nous a été présenté. Donc, mon appel, celui que je vous lance, monsieur le maître de cérémonie, c'est que vous ralentissiez un peu le rythme pour que nous puissions vraiment absorber ce qui a été dit. C'est de l'expérience concrète quand même. Moi, je viens de la CEDEAO et en tant que membre du Parlement de la CEDEAO, je me souviens que nous avons organisé une visite chez Songhai. C'était vraiment une visite qui valait le coup. Je recommande à mes collègues du comité des ambassadeurs des ACP d'organiser vraiment une visite là-bas, parce que cela nous donnerait vraiment une idée de ce dont il s'agit vraiment quand on parle de coopération sud-sud. En avoir l'expérience, vraiment, c'est cela que cela nous permettrait. Mais dans ma situation, ce que je veux demander, c'est ce qui suit. Nous avons été à Cotonou, nous avons été au Bénin, donc. Nous avons vu votre programme.
des Sierra Leone sont allés se former chez vous pour devenir formateurs eux-mêmes. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette formation que vous donnez à ces gens-là pour qu'à leur tour, ils puissent promouvoir ce concept dans leur pays respectif? Godfrey. S'il vous plaît, et lentement, hein, que l'on puisse bien vous comprendre. Oui, c'est comme un bébé. Pour que ce bébé grandisse comme il faut un environnement. Alors, nous, aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup de partenaires, les États, des partenaires au développement, pour créer cet environnement favorable. Il y a des fonds qui nous viennent, mais il nous faut les absorber pour que cela se répercute sur ces jeunes que nous formons et que, vous avez raison de le dire, qui doivent eux aussi en former d'autres. Au Bénin, par exemple, pour chaque étudiant ou stagiaire qui nous vient est doté d'1 millier de dollars qui doit lui servir justement à cette activité de formation ultérieure. Microphone. Somewhere. No. Togo. Le Togo? Thank you for your Merci pour cette présentation très intéressante. Mais j'ai une question pour vous. Le marché, ce n'est pas une chose statique. Le marché change, il bouge. Vous nous dites que vous organisez les producteurs, vous avez des marchés. Mais pour moi, tout cela est plus théorique que pratique. Comment est-ce que vous pouvez juger des dynamiques du marché? Parce que le marché, il bouge, comme je viens de le dire. Ce n'est pas toujours les mêmes produits qui se vendent à tout moment. Parce que cela doit changer dans le temps. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là? Deal with the market, in other words. En d'autres termes, comment gérez-vous le marché, Godfrey? Que faites-vous de la fluctuation des marchés, des prix sur les marchés, de la demande également? Écoutez, cela fait 20 ans quand même que nous travaillons. Donc, il n'y a rien de théorique dans ce que je dis. Il y a des gens qui travaillent avec nous, qui sont des gens qui sont sur le marché depuis longtemps. Ils étaient sur le marché avant nous, puis ils sont avec nous. Maintenant, ce sont des femmes, par exemple, qui sont restauratrices, des femmes qui sont vendeuses de primeurs, etc. Et ce sont ces gens-là qui travaillent. C'est un réseau de vendeurs, de marchands, de producteurs également. Nous définissons les prix au début de l'année. Les subventions sont données à qui de droit au début de l'année. Enfin, cela marche, c'est très concret. Il n'y a rien de théorique là-dedans. Ça fait plus de 5... enfin, cela fait bien des années que ça marche. Monsieur l'ambassadeur? Togo? Togo? Ouais. Je vous remercie. Je voudrais remercier d'abord le présentateur. Ma question est tout à fait simple et porte sur la garantie concernant les normes sanitaires. On sait quand on produit, il faut d'abord avoir accès au marché. Et certains marchés sont beaucoup regardants sur les normes. Et lorsqu'on consomme, il faut aussi qu'on soit sûr que les produits que nous consommons nous donnent la santé. Rien n'a été évoqué en ce qui concerne la garantie au niveau des produits que vous nous avez présentés, que ces produits-là sont de très bonne qualité. Donc je voudrais voir si il y a quelque chose, il y a certaines choses qui ont été faites ou bien qui sont en train d'être faites pour garantir les consommateurs de tous ces produits que vous venez de nous présenter. Je vous remercie. Oui. Très bonne question de l'ambassadeur. Godfrey? Oui, ça c'est vraiment important parce que, par exemple, au Bénin, nous travaillons avec les instances étatiques qui garantissent, par exemple, au Bénin, on appelle ça Dana. Dana, c'est déjà garanti. Au Nigeria, c'est NAFDAC. Non seulement, donc, dans tout le paquet, on a des numéros de NAFDAC, des numéros de Dana pour ça. Plus encore au niveau de UNIDO.
Donc, par exemple, les jours là que vous avez gagné deuxième prix à UNIDO. Donc voilà, on travaille avec les 5 institutions des Nations Unies, UNIDO, FAO, ILO, des 5. C'est eux qui assurent. C'est avec eux qu'on a travaillé avec le Southside Gate. On a développé ça pour assurer que tous les sont là-bas aujourd'hui. Donc, tous les bouteilles que vous avez vues, il y a des numéros. Mais en plus, nous avons à Songhai et partout des laboratoires et les techniciens au grade qui assure cette qualité aujourd'hui. Mais donc la label du Songhai c'est extrêmement important, testé partout. Donc pour nous, on n'a pas. C'est une des raisons que les producteurs partout, ça passe par nous pour assurer la traçabilité, assurer que les produits qu'on transforme, qu'on exporte sont au niveau de cette qualité aujourd'hui. C'est une des raisons qu'on ne laisse pas les paysans et les autres ailleurs. On passe par nous pour assurer la qualité de ce produit avant de l'exporter, avant de commencer à le commercialiser. Merci Godfrey. We have 4 more projects to deal. Alors, nous avons encore 4 autres projets. Il y a une question du Ghana. Je vous en prie. Thank you, Chair. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas une question. J'aimerais féliciter l'orateur. J'ai été ambassadeur du Ghana au Bénin, j'ai eu l'occasion de visiter des fermes et je confirme tout ce qu'il a dit. Je pense que le temps ne lui a pas permis de vraiment rendre compte fidèlement compte. Mais le système est vraiment très intégré et durable et les pays qui cherchent les technologies appropriées qui nous aideront à atteindre nos objectifs d'éradication de la pauvreté, je pense que c'est vraiment un système qui fonctionnerait très bien dans nombre de pays en développement. Donc je veux juste corroborer ce qu'il a avancé ici aujourd'hui. Le fait aussi que le Bénin croit en Songhai. Tout le monde cherche leurs projets, leurs programmes et leurs produits. Ce sont des produits très bons. Bon, peut-être que je devrais être consultant pour eux car j'en fais la promotion. Mais félicitations une fois de plus. Merci infiniment. Maintenant, nous passons au projet suivant pour que tout le monde soit traité de manière équitable. Monsieur Raoul Landal. Antonio Raoul Limbo, coordonnateur du projet. Alors, je vous pose la question, comment avez-vous renforcé les capacités qui ont changé la vie des femmes et des jeunes dans vos pays? Merci infiniment. Le programme Pro Savannah est un programme triangulaire et qui est de coopération sud-sud aussi. Donc dans 3 pays, Mozambique, Brésil, Japon. Le Brésil est en charge de la composante technique. Le Japon finance et apporte de l'assistance technique. Le Mozambique apporte les autres ressources pour que le programme soit développé. Voilà les éléments qui ont fait en sorte que le programme puisse être développé. Pour répondre concrètement à votre question, il y a un élément très important dans ce programme qui a été mis en œuvre dans la région du corridor de Nacala, dans la partie septentrionale du pays où 1/5 de la population sont des há 2 elementos que gostaria de trazer como programa. Donc j'aimerais soulever 2 questions. C'est un programme qui s'appuie sur les preuves qui ont été glanées dans nombre de projets mis en œuvre au Mozambique. Il est important de remarquer que les producteurs dans la région du corridor de Nacala ont dû être associés. Il y a des agriculteurs qui devaient comprendre que l'agriculture peut également être transformée en une entreprise génératrice de revenus et peut assurer la survie des familles agricoles.
agricole. En ce qui concerne les capacités, je vais passer au diaporama suivant pour vous montrer où le programme se trouve. Il est important de renforcer la communication entre les producteurs En ce moment, nous envisageons de mettre en place des modèles, des pratiques qui sont déjà utilisées dans notre pays, qui sont déjà mises en œuvre dans d'autres pays faisant partie de la coopération, et nous vérifierons que ces pratiques sont bien applicables dans notre contexte. Nous pencherons sur les producteurs qui veulent s'associer pour obtenir des crédits pour pouvoir développer leurs projets. Nous pensons également à comment nous pouvons développer davantage les coopératives, les contrats qui permettent aux producteurs d'obtenir des financements pour garantir un meilleur rendement. Il y a des producteurs qui rencontrent ces situations et nous étudions également la façon dont les producteurs peuvent non seulement produire pour se nourrir, mais comment ils font pour aller au-delà, comment ils font pour générer des ressources supplémentaires. Que nous réfléchissons également à comment nous pouvons autonomiser les femmes. Au cours de la période en dehors de la saison agricole, nous pouvons utiliser cette période pour cibler les femmes et les jeunes et pour approfondir leur formation sur les méthodes de production et examiner quelles sont les récoltes qui sont les plus viables, pas seulement la sécurité alimentaire, mais nous pouvons étudier comment nous pouvons au mieux utiliser le temps afin d'améliorer les récoltes et le rendement de la production. Alors ici, nous étudions comment un producteur peut préparer son champ, et en général il a besoin de 45 jours pour produire des graines et ne doit pas perdre son temps. Donc il faut avoir des producteurs de graines qui apportent des graines à ceux qui poursuivre la culture. Donc il faut se pencher sur la spécialisation et comment nous pouvons marchandiser les récoltes. Il y a des difficultés d'accès, mais il faut également penser au prix. Comme le précédent orateur l'a dit, toutes ces questions sont liées au cycle de la pauvreté et il faut comprendre que leur production, leurs récoltes doivent être écoulées dans les marchés. Sinon, ils ne mangeront pas eux-mêmes. Il faut également penser au renforcement des capacités des petites entreprises et cela doit être envisagé dans l'agriculture. Pour rebondir sur ce qu'a dit le précédent orateur, je dois dire que sur le terrain, le producteur, le petit exploitant ne peut gérer 30% de ce dont il a besoin. Tout le reste est fait à l'extérieur du champ. Afin d'arriver au bout de la chaîne de valeur, il faut s'assurer qu'il s'agit d'un processus qui se réalise sans encombre, une chaîne de production qui fonctionne. Alors, comment utiliser la période plus creuse pour faire en sorte que toutes les activités appuieront leur durabilité et comment faire en sorte qu'ils pourront être prêts à faire face à toute situation difficile qu'ils pourraient rencontrer.
Je voulais vous montrer un diaporama avec une carte qui vous indique où nous sommes exactement. Nous avons 17 districts dans cette région et nous avons testé ce modèle et seuls 5 districts dans seulement 5 districts, la population a demandé que l'expérience leur soit également appliquée, car ils comprennent son importance, car le projet ProSavannah est dans la phase de création, mais il est important de tester des modèles. Il faut obtenir l'approbation des populations pour que, in fine, les programmes puissent être mis en œuvre et être efficaces. Voilà les exemples que nous avons mis en place avec nos partenaires. Ils ont été mis à l'épreuve et peuvent maintenant être reproduits dans le corridor de Nacala. Il faut également se pencher sur le rendement. Dans le contexte de la production, mon collègue m'a donné un exemple, par exemple de la recherche, et nous avons également un exemple, donc 2 tonnes de riz produites dans la région, où précédemment il y avait 1 tonne produite. Nous avons prouvé au cours de tests que nous pouvions doubler ou voire tripler la production dans la région. Nous voulons renforcer la sensibilisation au sein des producteurs dans la région pour qu'ils puissent s'affranchir de leur situation actuelle et augmenter leur production. Le micro du modérateur n'est pas allumé. Sorry about that. Désolé. Alors, j'essaie simplement de dire que les interprètes vont prendre une pause à 13h30. Nous ne savions pas et donc nous allons devoir par conséquent passer directement au prochain orateur pour avoir assez de temps. Et ceux qui n'auront pas eu le temps, nous pourrons aller après la pause, après que les interprètes auront pris leur pause. Je voulais juste poser une question rapidement à Antonio. Bien entendu, c'est un programme qui rencontre un certain succès, donc comment pouvez-vous reproduire cela à la coopération sud-sud triangulaire? C'est de ça que nous allons parler demain. Il y a 2 éléments importants ici. Il faut que nous créions les conditions pour que les jeunes, avec les capacités nécessaires, puissent être intéressés par l'agriculture et qu'ils apprécient de travailler dans l'agriculture. Parfois, certaines personnes, des personnes travaillent dans l'agriculture en raison des gains que vous pouvez faire. Mais il faut que les programmes de formation intéressent les jeunes. Il faut créer une certaine appétence. Si il y a un acteur qui produit 1 tonne, vous pouvez avoir des techniques pour améliorer la productivité, comme je l'ai dit, mais non seulement ont-ils besoin de produire, mais aussi d'ajouter de la valeur. Je pense qu'il est important dans la chaîne de valeur de motiver les producteurs, d'encourager les producteurs. Ils ont également besoin de s'adonner à d'autres activités qui facilitent la gestion de son unité.
Ici, je ne parle pas seulement de l'agriculture. Il faut bien entendu se pencher sur l'épargne, etc. Il faut des avoirs humains, matériels. Je pense aussi qu'il y a des composantes de formation, les campagnes d'alphabétisation, la question de l'épargne, la question de la jeunesse, comme je l'ai souligné. Il y a également un défi à relever. Octroyer cela à d'autres producteurs doivent avoir accès aux technologies. C'est pourquoi cette coopération entre producteurs est nécessaire pour que la technique puisse être partagée. Et donc, à d'autres pays, via la coopération sud-sud et triangulaire également, avec la Commission européenne, afin d'élargir les programmes de formation, par exemple, c'est bien ça. Il y a, par exemple, le cas du Brésil. Ils ont leur propre technologie et ici, nous n'utilisons pas les techniques du Mozambique. Les producteurs sont formés pour intégrer la composante japonaise, brésilienne. Il y a également une coopération financière. Et au Mozambique, nous mettons nos ressources à disposition. La terre, par exemple. Le gouvernement doit veiller à ce qu'un accès sécurisé soit octroyé donc à la terre. Et il faut qu'il y ait plus de familles, et surtout dans les domaines les plus vulnérables de l'économie. Par exemple, les femmes doivent avoir un accès sécurisé à la terre pour améliorer les techniques agricoles et la production agricole. Merci infiniment, Antonio. Continuons. Nous pouvons faire une question, nous pouvons pas faire de séance questions-réponses pour le moment. Nous allons passer à Madame Idi Alimatou Moussa, coordinatrice du programme de capacité institutionnelle et environnement. Donc, elle travaille dans l'autonomisation économique des femmes en milieu rural au Niger. Madame Alimatou Moussa, comment... Alors, vous êtes dans le système onusien. Peut-être pouvez-vous nous parler davantage de la coopération triangulaire qu'il peut exister dans ce que vous faites pour autonomiser les femmes au Niger, donc dans la coopération triangulaire avec l'ONU. Ok. Donc, je vais parler en français. Oui. Je vais expliquer d'abord que c'est un programme conjoint FAO, FIDA, PAM et ONU Femmes, nommé bien accélérer l'autonomisation économique des femmes rurales. Ces 4 agences ont dit, nous allons mettre ensemble nos avantages comparatifs, nos forces institutionnelles, pour pouvoir aider les gouvernements dans le cadre de l'autonomisation des femmes et de la sécurité alimentaire. C'est un programme qui intervient dans 7 pays. Et je vais parler de l'expérience du Niger et de comment nous avons fait pour pouvoir partager les expériences à travers plusieurs rencontres organisées soit dans l'un ou l'autre des pays, et la dernière en date qui a été organisée à Rome, pour que le partage entre les 7 pays se fasse et que nous nous enrichissions mutuellement des expériences des uns et des autres. Et ça, c'est d'ailleurs la vidéo que vous partagez avec nous. Absolument. Ça montre comment le travail des 4 agences se fait ensemble, et chaque agence a dit voilà ce que je vais amener en termes de contribution pour renforcer l'autonomisation économique des femmes rurales. D'abord, ce qui l'a permis, c'est que les agences se sont entendues pour mettre en œuvre les bonnes pratiques que chaque agence a identifiées dans notre contexte ou dans des contextes similaires qui peuvent être mis ensemble pour favoriser l'autonomisation économique des femmes rurales. Ensuite, elles se sont entendues encore pour dire, OK, on prend l'approche des clubs d'Imitra, de la FAO, qui est aussi une bonne pratique identifiée, comme étant la porte d'entrée pour toutes les activités qui nous permettra de travailler avec la même cible pour avoir le changement escompté. Et donc, en travaillant avec les clubs d'Imitra, et en donnant la voix aux hommes et aux femmes pour pouvoir participer non seulement à la définition des activités du programme, mais aussi pour participer
participer à la définition des stratégies opérationnelles du programme, mais aussi pour faire des feedbacks au programme. Je vais donner 2 exemples. Par exemple, le programme avait initialement planifié de partager des semences améliorées pour augmenter la production. Lors de leur discussion, les clubs ont remonté que non, nous ne voulons pas tel type de spéculation. Ça veut dire qu'initialement c'était le mil. Les femmes ont dit ok, le mil c'est plutôt pour les hommes parce qu'on n'a pas trop de terre pour le cultiver, mais nous voulons des semences améliorées en niébé et en arachide. Ça va augmenter potentiellement notre revenu. Un autre exemple était aussi les kits petits ruminants qui augmentent les ressources des femmes. Elles disent non, nous voulons des chèvres et nous voulons des moutons balami pour pouvoir augmenter nos revenus parce que tel type n'est pas pour nous. Donc, on leur donne la voie pour participer. Aussi, à travers les clubs d'Imitra, c'est l'espace qui est créé pour le renforcement des capacités, non seulement des femmes, mais aussi de leur organisation. Nous sommes d'accord que l'autonomisation est un tout. L'autonomisation économique en elle seule ne peut être réalisée si le leadership des femmes ne sont pas renforcés. Ça veut dire la confiance en soi, la capacité de s'exprimer en public et de façon cohérente. Toutes ces questions sont traitées aussi au sein des clubs d'Imitra et par l'intermédiaire du téléphone et de la radio. Les clubs se mettent en contact avec d'autres villages et les connaissances acquises au sein de ces espaces sont partagées à travers les radios communautaires et à travers le téléphone pour dire ok, par rapport à tel problème, nous l'avons analysé, voilà la solution que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et les échanges se font de village en village. Et ça permet de partager l'expérience. Beaucoup d'intervenants ici ont dit, ok, il ne suffit pas d'avoir des expériences, il ne suffit pas d'avoir des connaissances, mais il faut bien les partager. Et ce partage se fait à grande échelle. Un autre aspect que j'aimerais bien partager, c'est comment ces agences sont arrivées quand même à dire, ok, moi je fais telle chose. Par exemple, le mandat de l'ONU Femmes, c'est bien les droits des femmes. Donc tout ce qui est plaidoyer, tout ce qui est allègement des tâches, parce que pour que on ait aussi le temps, les femmes aient le temps pour accéder à la connaissance ou même participer aux espaces de partage, il faut bien que leurs tâches soient allégées. Donc les plateformes multifonctionnelles, l'ONU Femmes les met en place. La FAO dit renforcer aussi les organisations, comme je l'ai dit. C'est bon d'avoir l'estime de soi, c'est bon de développer le leadership, mais nous savons aussi que le pouvoir en tissant des relations, en créant des relations, en participant à des réseaux, permet aussi de renforcer non seulement ce que vous êtes en train de faire, de vous faire connaître, mais aussi d'avoir le soutien pour pouvoir faire valoriser ce que vous avez. Donc, le renforcement des organisations, le renforcement des femmes en tant qu'individus, des organisations auxquelles elles appartiennent, pour que celles qui ne sont pas dans des groupes ou des OP bien formels adhèrent à ces OP, et les OP qui sont là se tissent aussi et adhèrent à des réseaux. Et je vois que beaucoup d'exemples qui sont là peuvent nous enrichir encore avec ces OP qui sont en place. Et donc, ce renforcement de capacité, ça se démultiplie de cette façon. Et est-ce que vous renforcez cette capacité? J'ai lu que vous employez de la radio pour le faire. Pouvez-vous expliquer un peu comment ça marche avec la radio? D'accord. Les radios sont des radios solaires. Donc, le soleil est la ressource la moins coûteuse dans notre contexte qui est le Niger. Et donc, les causeries qui se font au sein des clubs, les thématiques qui se discutent, les solutions qui se proposent sont enregistrées au niveau de ces radios et passées au niveau de la radio communautaire qui la diffuse. Donc les cassettes sont partagées aussi entre les communautés, entre les villages, pour dire que, ok, nous on a discuté de telle thématique parce qu'elles font une analyse de leur contexte, identifient leurs propres problèmes, identifient des solutions qu'eux-mêmes peuvent gérer sans tendre la main à quelqu'un. Et en fait, cette vision de compter d'abord sur soi-même,
avant de chercher à gérer ce que l'autre personne amène ou un apport extérieur vient. Et c'est partagé en termes de réussite. Ça veut dire que ce que nous avons discuté aujourd'hui d'un exemple. Nous, chez nous, l'école ne marche pas, et nous l'avons constaté, et les clubs l'ont pris ça en charge. Nous avons discuté, et nous avons trouvé des solutions qui marchent. Nous formons, nous amenons notre radio, nous faisons la cassette, et nous l'amenons là-bas au niveau de la radio communautaire. Nous téléphonons. Oui. Et avec la coopération triangulaire, ça pourrait upscale, n'est-ce pas? Absolument. Okay. Absolument. Je vais donner l'exemple. En décembre dernier, l'ensemble de 7 pays dans lesquels le programme est mis en œuvre, on s'est retrouvés à Rome et on a vu différentes expériences, des contextes assez similaires. Là où tout le monde dit, oui, dans notre contexte, la femme est un bien de l'homme, est considérée comme la propriété de l'homme. Oui, chez nous, il y a plusieurs expressions qui disent que ce qui est dans la poche appartient au propriétaire de la veste. Donc, et la femme et son bien, c'est la propriété de l'homme. Donc, pour changer ce contexte, il faut bien que nous travaillons aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Et c'est ce qui se fait. Et le partage se fait entre les différents pays. Je me rappelle que le Malawi avait le même contexte que chez nous. Bien que la forte distance qui nous sépare fait que quand même on aurait pensé qu'ils vivent autrement. Okay. Merci beaucoup, Madame Moussa. On va passer maintenant à Sunita Daniel, Liaison Officer to OECS, Institutional Capacity and Enabling. Madame Daniel, vous êtes économiste de formation. Je me demande si vous pouvez nous expliquer comment les jeunes, parce que je pense que vous vous concentrez sur les jeunes principalement. Donc, comment avez-vous pu renforcer leur capacité pour qu'ils soient plus productifs? Merci, bonjour. Je viens de Sainte-Lucie et l'étude de cas que je vais vous présenter est le programme de l'alimentation à l'école à Sainte-Lucie et comment on peut utiliser la coopération sud-sud. C'est un bon exemple de comment la coopération sud-sud et triangulaire et d'autres partenaires ont utilisé pour renforcer notre programme d'alimentation scolaire à Sainte-Lucie. Donc la situation à laquelle nous étions à Sainte-Lucie était que nous avions nombre d'écoliers aller à l'école sans avoir de quoi se sustenter. Certains élèves n'avaient rien au déjeuner, par exemple. Lorsque nous avons vu les repas qui étaient servis au déjeuner, ils étaient faits à 90% avec des produits importés. Et donc, c'était financé par le gouvernement et tout était renvoyé aux États-Unis qui était notre partenaire principal. Ce que nous avons fait, nous avons contacté la FAO, nous leur avons demandé comment ils pouvaient nous aider à résoudre ce problème. Et la FAO a contacté le Brésil pour qu'il coopère avec le gouvernement brésilien. Et grâce à une coopération, nous avons pu obtenir une étude pour voir comment les programmes fonctionnent. Et donc notre réalité est différente de celle du Brésil, mais nous avons obtenu la composante clé du Brésil pour voir pourquoi ça fonctionne et comment cela pourrait fonctionner dans notre contexte. Nous sommes repartis chez nous, nous avons mis en place une structure gouvernementale qui n'existait pas auparavant et l'alimentation scolaire relève du ministre de l'Éducation. Nous avons dû associer nos partenaires du ministère de l'Éducation, de l'Agriculture et de la Transformation et cela a été fait au plus haut niveau où le Premier ministre du pays est venu avec les autres ministres ont été décidé d'un accord de coopération pour faire en sorte que cela puisse être fait à Sainte-Lucie. L'une des composantes majeures était l'association du secteur privé. Le gouvernement n'avait que des fonds très limités pour injecter dans ce programme. Ce que nous avons trouvé, c'est que le secteur privé à Sainte-Lucie a été associé et a signé un protocole d'accord pour appuyer le programme pour une période de 3 ans. Nous avions des membres des entreprises d'électricité principales qui ont construit des cuisines, ils nous ont fourni ce dont nous avons besoin. Et si nous parlons d'entreprises d'électricité, il y a aussi les banques, les producteurs, les plus gros producteurs du pays se sont également associés pour nous aider dans le cadre de cette coopération pour appuyer notre programme à l'école. Nous avons rendu compte qu'en temps de changeant de menu, nous avons dû
chargés de l'approvisionnement, nous avons dû créer de l'emploi, car dans toutes ces régions, nous avions une région en particulier où un groupe de femmes s'est rassemblé et grâce à leur potager à la maison, les femmes ont pu donner les récoltes, les vendre aux cuisines des écoles. Et donc c'est comme ça que vous avez créé 40 emplois, exactement, dans une petite région. Et nous avons pu élargir ce modèle au niveau national, à rassembler les agriculteurs. Et donc au gouvernement brésilien, voilà. Dans la Caraïbe, nous n'avons pas d'expérience dans une organisation d'agriculteurs. Et par le biais des experts brésiliens qui sont venus à Saint-Lucie, ils nous ont aidé à mettre en place ces groupements et ils ont fait nombre de formations, ils ont formé nos agriculteurs et nos femmes, et nous avons pu appuyer nos femmes pour se rassembler et signer des accords contractuels avec le programme d'alimentation pour l'école. Vous avez mentionné dans vos notes que pour la session du secteur privé, vous avez associé également des producteurs, des entreprises de production, des banques, des loteries, et vous avez également signé des protocoles d'accord. Et comment les avez-vous persuadés de s'associer? Je pense que tout le monde sous-estime à quel point c'est simple de convaincre les gens que vous avez des gens qui ont faim dans votre pays. Donc lorsque vous réussissez à expliquer aux gens qu'il y a nombre d'enfants dans notre pays qui ne mangent pas, eh ben c'est là que vous réussissez. C'était très aisé pour nous. Nous sommes rendus dans des entreprises privées. On leur a dit nous avons beaucoup d'enfants dans notre pays qui n'ont pas de quoi manger. Et le seul repas qu'ils pourraient avoir, c'est au déjeuner. Donc pouvez-vous nous aider? Donc ils nous ont rejoints très facilement dans la plupart des entreprises, dans la plupart des régions. Et le secteur privé sont ceux qui nous ont vraiment aidés, c'est eux qui nous ont aidés pour la cuisine. Le secteur privé nous a aidés à régler la cuisine dans une des régions où il y avait les gens les plus pauvres, où il n'y avait pas de programme alimentaire pour les écoles. Il y a des élèves qui venaient à l'école et qui ne mangent rien du tout. La participation était très bas. Après l'intervention du secteur privé, après la construction d'une serre, de la cuisine, l'association des femmes et la communauté, nous nous sommes rendus compte que le taux de participation, le taux de fréquentation a augmenté. Passons maintenant rapidement, car dans quelques minutes, j'espère que les interprètes peuvent encore rester quelques minutes. J'aimerais passer directement à Martin. Donc vous êtes le leader de... Donc votre femme est aux Nations Unies en ce moment qui parle des opportunités pour les femmes dans la science. C'est pour ça qu'elle n'est pas ici parmi nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous exprimer, mais succinctement, sur la façon dont vous avez touché la vie des personnes sur le terrain avec ce que vous faites? Je pense qu'il y a deux composantes. Alors, Princesse Abcès, c'est un programme au Burkina Faso, à la campagne. Pour ceux qui travaillent, ils vivent la plupart du temps à la campagne. Donc, le but est d'autonomiser les jeunes et les femmes. Le programme a été créé et nous apportons de la lumière, car nous pensons que la lumière et l'énergie est l'un des moyens clés pour autonomiser les populations. Nous travaillons également avec une plateforme multifonctionnelle pour le PNUD, et maintenant nous sommes présents dans un certain nombre de pays. C'est pas vraiment ce de quoi je veux parler ici. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelques problèmes inhérents à cette action. Dès que les gens sont autonomisés, mais comment élargir? La plupart du temps, les gens travaillent dans le secteur informel et 95% travaillent dans le secteur informel. Donc, et nous représentons le secteur privé en Afrique, un certain nombre d'organisations, et nous nous sommes rendus compte que le secteur informel n'est absolument pas représenté et il n'est pas reconnu. Donc, elle a
organisé à Addis Abeba, à la conférence du financement pour le développement, un événement parallèle sur le secteur informel, et cela a recueilli la coopération de nombre de gouvernements, de la communauté internationale, et maintenant elle a mis en place, nous avons mis en place un pôle de compétences pour le secteur informel. Alors, nous aurons deux objectifs: autonomiser les populations avec les leçons que nous tirerons. Ici, dans ce que j'entends, il y a un nombre de bonnes choses, mais si vous regardez les forums internationaux qui ne sont pas connus, ce qui est très isolé, donc nous créons cette plateforme pour partager, et non pas partager avec ceux qui se trouvent dans les pays du Nord, mais bien entre les pays du Sud. Je suis des Pays-Bas, mais tous les autres partenaires viennent du Sud. Et nous croyons vraiment à la coopération Sud-Sud. C'est ce que le secrétaire général a dit, c'est contextuel. Et deuxièmement, il faut rassembler ce que nous faisons et le présenter. Il faut que le secteur informel soit bancable, il faut que tout soit combiné, il faut que tout soit ça soit présent sur la scène internationale, il faut que les gouvernements soient conscients. Et lorsque nous parlons dans l'Occident ou au Nord du secteur informel, pour nous, le secteur informel, c'est presque comme la mafia, c'est l'économie du travail au noir. Mais ici, lorsque nous parlons du secteur informel, nos frères et sœurs ne savent même pas qu'il y a une loi qui les enjoint à payer des taxes, car ce sont des gens qui travaillent dur. Donc, pour revenir au message, je suis ici pour vous dire qu'ensemble, avec des partenaires, y compris le Ghana, la Chambre de commerce internationale, nous parlons à un certain nombre de grandes entreprises, nous établissons cette plateforme, nous pensons que cela vous profitera, et plus important encore, cela sera intéressant pour le secteur informel et pour les faire passer du secteur informel à formel, et leur donner accès aux multinationales. Est-ce une question que vous aimeriez passer, madame? Ai-je le droit de faire un commentaire sur la discussion dans sa globalité? Alors, je suis Madame Atunse, présidente du réseau de la diaspora en Europe. Je pense que nous avons manqué la possibilité de souligner le rôle joué par la diaspora dans toutes ces évolutions et le renforcement des capacités. Je pense que dans une discussion telle que celle que nous avons, je pense qu'il faut également souligner la nécessité des pays ACP de développer davantage les liens avec la diaspora. Nous, dans la diaspora africaine, dans notre réseau, nous mettons en place une base de données des membres de la diaspora grâce à laquelle nous voulons informer nos pays d'origine des compétences qui sont présentes, et nous voulons également les appuyer pour s'ils ont besoin d'experts, d'échanges, de meilleures pratiques. Et j'aimerais recommander aux représentants des pays qui sont ici présents d'approfondir les échanges avec les experts, même au niveau régional, mais je pense que la diaspora peut vraiment jouer un rôle important. Merci infiniment. Anton, voulez-vous rebondir sur ce commentaire? Est-ce que vous êtes associé dans le travail avec la diaspora de quelque façon que ce soit? Je sais que la princesse est active dans ce domaine. Dans la diaspora, je sais qu'il y a un véritable vivier de connaissances et un potentiel d'investissement. Je pense que l'un des problèmes clés qu'ils ont est que dès qu'ils repartent, l'environnement n'est pas prêt. Ici, je parlais du secteur informel, mais bien, le formel n'est pas reconnu, et c'est pour cela que si nous faisons une combinaison des deux, faisons en sorte que ce qu'ils font se retrouve dans le secteur formel. Par exemple, 90% des agriculteurs travaillent très dur. L'argent va aux multinationales. Alors, il faut parler de l'agro-industrie. L'agro-industrie se trouve à l'extérieur des pays dont nous parlons.
dès que nous faisons en sorte que l'informel devienne formel, eh bien, cela veut dire que les agro-industries doivent être déplacées dans les pays. Cela veut dire que les pays sont beaucoup plus intéressés et sont beaucoup plus intéressants pour la diaspora. Vite fait, un commentaire. Alors, très rapidement, je suis Tat Machouma, je suis la directrice de ONU Femmes ici à Bruxelles. Vous avez entendu de bons exemples ici de l'autonomisation des femmes ici. J'aimerais attirer votre attention sur un panel de haut niveau que le secrétaire général a lancé pour 2016, un panel de haut niveau sur l'autonomisation économique des femmes. C'est la première fois que cela est fait. C'est la première fois qu'un panel de la sorte existe. Et je pense que le nombre des enseignements que nous avons tirés ici peut vraiment façonner le travail de notre parole. Nous allons nous appuyer sur vos belles expériences. On va avoir des derniers commentaires de vous pour terminer. Monsieur le modérateur, merci monsieur le modérateur. C'est une session, comme vous l'avez vu, elle est fondée sur des expériences pratiques et des expériences comparatives. Le partage du savoir-faire entre le Nord et le Sud, avec le soutien peut-être d'un pays du Nord, ou bien entre le Sud et le Sud, à travers des organisations, à travers des coopératives, des expériences d'ici et là. Mais quand on met le tout en commun, ça fait une mine de connaissances. Alors, c'est l'objectif de la coopération Sud-Sud, et découvrir les bonnes pratiques ici et là, découvrir l'expérience qui se fait dans un autre domaine et dans un autre pays, et essayer de capitaliser et tout ça pour que nous puissions, à travers cette nouvelle forme de développement, d'échange d'expériences, nous puissions assurer le développement économique de nos pays, et surtout dans le domaine où nous sommes, produire des emplois, développer des emplois pour les femmes et les jeunes, et assurer la sécurité alimentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Thank you very much to all of you. This was a very interesting session about skills development. Merci à tous, c'était une session très intéressante. Au cours de la prochaine session, qui sera celle d'après le déjeuner, puisque le déjeuner vous est servi au rez-de-chaussée, il s'agira de l'accès à la technologie et à la terre, des études de cas. À tout à l'heure.